Plan B is a backup birth control option that's there for you when things don't go according to plan. It specifically works after unprotected sex and before pregnancy occurs by temporarily delaying ovulation. Plan B is available nationwide at all major retailers and through delivery apps like DoorDash. No ID, prescription, or age requirement. It's the #1 OBGYN recommended brand of emergency contraception, and it won't impact your future fertility. That's freedom to be. Use as directed. This episode is brought to you by Starbucks. That is fire. Whoa, that's good. This might be the drink of the summer. Okay, I like this one too. I'm rocking with it, okay. Try it for yourself. Starbucks Refreshers Concentrates are coming home. Find them in the coffee aisle and make it yours. Nouveau podcast aujourd'hui, un peu intime comme d'habitude parce que j'aime trop vous raconter mes histoires. Et celle-ci, je pense qu'elle va particulièrement vous plaire puisque elle s'intitule « Je suis sortie avec un abonné pervers narcissique ». C'est Steph de Ponycorn et on est parti pour un nouveau podcast. Avant de commencer cette histoire, je voudrais quand même prévenir les gens qui vont écouter ce podcast. On parle de pervers narcissiques, donc de situations qui ne sont pas forcément évidentes, avec des maltraitances entre guillemets morales, mentales, et ça peut heurter éventuellement la sensibilité des plus jeunes ou des plus sensibles, ou si vous avez vécu une histoire similaire et que ça peut vous faire remonter certains traumas, je vous conseillerais de ne pas écouter ce podcast. Pour ceux qui ont envie de savoir comment ça s'est passé et qui sont un petit peu moins sensibles, eh bien, c'est parti. À l'époque, pour tout vous avouer, j'étais encore en couple, mariée, mais je traversais une période difficile et avec mon mari de l'époque, Jérémy, on avait décidé de faire un espèce de break, une espèce de parenthèse où on avait décidé d'être un couple libre et du coup de se laisser du temps pour aller voir chacun de notre côté, vivre des expériences, plutôt, on va dire, axé sexuel, hein, mais pas forcément. Ça pouvait être des partenaires, des amis, etc. Moi, j'avais besoin d'aller voir ailleurs. Lui, pas forcément. C'était vraiment une demande de ma part, mais c'est quelqu'un de très compréhensif et on a toujours beaucoup communiqué dans notre couple. Et de ce fait, il m'a dit, si tu en as besoin et que ça peut améliorer notre couple, eh bien, fais-le. L'histoire voudra que ça n'a pas du tout sauvé notre couple, bien au contraire, mais en tout cas, à cette période, je pensais dur comme fer que cela nous aiderait à nous épanouir un peu plus et redonner un espèce de second souffle à notre couple qui battait clairement de l'aile. Du coup, quelques mois plus tôt, j'avais été donc à un salon, puisque je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et notamment dans le monde équestre, Ponycorn, pour ceux qui me connaissent. Ceux qui découvrent les podcasts et qui ne connaissent pas la création de contenu équestre, eh bien, je vous invite à aller voir sur Instagram ponycorn-le-blog. Vous verrez un petit peu, c'est de l'humour, des sketchs sur l'équitation, bref. Et donc, j'ai l'habitude de faire des gros salons, d'être invitée, de travailler en événementiel sur des gros salons. Et j'étais donc partie au jumping de Bordeaux à cette époque-là. J'étais mariée, je le rappelle, et là, à cette période du jumping de Bordeaux, on n'avait pas du tout décidé d'être en couple libre. Hein. On ne parlait pas du tout de ça. Et j'avais donc rencontré un abonné qui était venu avec une petite cavalière de son club et qui avait fait la queue pour obtenir une photo et une dédicace. Je me rappelle très bien de ce moment puisque j'étais sur un stand d'un partenaire déguisée dans un de mes personnages puisque je joue des sketchs avec des personnages et j'étais déguisée donc en Justine, mon personnage un peu chaudasse puisque j'ai plusieurs personnages et Justine en fait c'est une grosse chaudasse et donc la partenaire m'avait demandé de faire ma séance dédicace déguisée en Justine et de jouer le rôle de Justine pour faire rire les gens et pour faire un peu d'animation sur le stand, chose que j'avais acceptée et que j'avais fait avec beaucoup d'humour et d'amusement. Et donc je vois cet homme dans la file d'attente que je trouve très beau. Alors en plus pas du tout mon style d'homme, moi je suis plutôt brun, yeux verts. L'homme en question qu'on appellera Pablo, eh bien Pablo il est blond aux yeux bleus et très grand, très costaud.
Mais je le trouve très beau dans la file d'attente, le courant passe très bien, il m'envoie quelques petits signaux, je vois bien que le courant passe bien. Il me présente sa petite cavalière qui me dit qu'il coach, etc., à ses heures perdues, parce qu'il n'est pas coach, mais blablabla. On a une petite conversation d'à peine 30 secondes, 1 minute, mais il me fait de l'œil. Quelques jours plus tard, je reçois un message de Pablo qui me dit « Salut, est-ce que tu te souviens de moi ?» Et il m'envoie la photo que l'on a pris ensemble, où je lui fais un bisou, parce que le personnage de Justine a du rouge à lèvres, et je m'amusais pendant les dédicaces à faire des bisous aux petites filles, aux gens, pour faire des traces de rouge à lèvres, et je remettais mon rouge à lèvres au fur et à mesure. Enfin bref, c'était vraiment dans bon enfant, quoi. Et lui, j'en avais profité, on peut pas exagérer, puisque j'étais mariée et je suis quelqu'un de très fidèle et très respectueuse, mais je m'étais amusée, et puis Jérémy, mon mari, était toujours là à côté de moi de toute façon pendant les séances dédicaces, et le personnage de Justine étant quelqu'un de très extravagant, j'avais joué mon personnage, et puis voilà, j'en avais profité pour faire un bisou sur la joue à Pablo. Et du coup, il me renvoie cette photo sur les réseaux. Donc j'ai son Instagram, et puis on vient à discuter au fur et à mesure des semaines et des mois, mais sans aucun vraiment, je dirais, sous-entendu. Lui savait que j'étais mariée. Moi, à cette époque-là, je ne me posais pas de questions sur mon couple. Je n'étais pas en train de me dire « oh là là, ça bat de l'aile, ça va pas, etc. » Non, pas du tout. Et de ce fait, on discutait cheval, puisque lui était passionné, moi aussi. Et puis on en venait à discuter de la pratique équestre, etc., etc. Et ce qui fait que c'est devenu un abonné où je discutais de temps en temps avec lui, en tout bien, tout honneur, avec aucun message qui dérape. Ça devenait très très rare les messages, on s'en envoyait peut-être une fois par mois, parfois il réagissait à mes stories, enfin voilà, c'était très basique. Et puis vient cette période de couple libre. Je me rappelle donc que le salon était intervenu en début d'année, et la période où on a pris la décision avec mon ex-mari, enfin mon mari de l'époque, Jérémy, on était en août-septembre. Et donc, quand on prend la décision avec Jérémy, je me souviens de ce follower et je me dis pourquoi pas contacter Pablo, je l'ai déjà vu, on a un bon feeling, on parle d'équitation, ça se passe bien. Je me dis pourquoi pas lui proposer dans un premier temps de boire un verre, et puis si le feeling va plus loin, pourquoi pas justement entamer une relation, on va appeler ça, comment on pourrait appeler ça, de l'amusement, hein. J'étais pas là du tout pour avoir une autre relation sérieuse en plus de mon mari, j'étais plus là pour faire des expériences, puisque j'ai toujours été en couple en fait depuis que je suis toute jeune, depuis mes 17 ans, et j'ai jamais été longtemps célibataire. Je suis restée peut-être maximum 1 mois célibataire entre 2 histoires, et j'ai eu que 4 histoires, à l'époque j'avais eu que 4 histoires sérieuses dans ma vie, et jamais célibataire. Donc j'avais vraiment un besoin, une espèce de crise de la quarantaine un petit peu en avance, de faire des expériences, notamment sexuelles. J'avais un manque à ce niveau-là, je me retrouvais vraiment dans une période où j'avais l'impression que j'avais pas du tout vécu ma jeunesse, et j'avais besoin d'avoir des expériences. Donc je suis quelqu'un de très franche et très transparente de nature, et je me dis je vais lui envoyer un message. Je lui envoie un message. Je lui explique, je sais pas même pas comment c'est venu, mais je savais qu'il était pas très loin de chez moi, il habitait à 1 heure de chez moi, donc c'était pour moi assez facile d'aller le voir. Et je sais plus comment j'ai tourné la chose, mais j'ai dû lui dire est-ce que ça te dirait qu'on aille boire un verre, blablabla. Bla. Et lui, très surpris, puisque on avait des conversations très basiques, très plan-plan. Moi, en plus, je suis pas quelqu'un de très accessible. Je vais pas aller boire un verre avec tous les abonnés du coin qui passent, parce que sinon, j'aurais jamais fini. Et puis, j'ai beaucoup de taf et tout ça. Et là, il comprenait pas pourquoi je lui proposais d'aller boire un verre. Donc, je lui explique la situation. Je lui dis, voilà, quand je t'ai vu au jumping de Bordeaux, je t'ai trouvé très attirant. Est-ce que tu es célibataire ? Moi, je suis en couple libre et j'aimerais qu'on aille boire un verre, et si ça te dit, qu'on fasse plus ample connaissance, et si ça te dit, qu'on s'amuse ensemble. Voilà, j'étais cash. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant pas perdre son temps ni pour lui ni pour moi. Et puis être très franche. Je lui ai dit, voilà, moi je suis mariée. Le but, c'est pas du tout d'avoir une relation, mais de m'amuser.
Et lui me dit écoute, pourquoi pas. Voilà, bon, ça se finit comme ça. Le rendez-vous étant pris avec Pablo, je fais la route, je vais chez lui, et moi c'était la première fois que je faisais ça. Je n'avais jamais trompé déjà n'importe quel de mes copains de ma vie. Là, c'était pas du tout une tromperie, puisque mon mari était au courant, il avait même ma géolocalisation. Ça, c'était vraiment un deal entre nous. Quand on passait nos soirées d'amusement, on se géolocalisait l'un et l'autre pour savoir où on était, pour plus de sécurité, et voilà, surtout pour moi, parce que je pouvais me retrouver dans une situation peut-être délicate, donc j'étais géolocalisée. Donc c'était pas du tout de la tromperie, mais j'avais jamais été voir un autre homme avant. Ça faisait 8 ans que j'étais avec mon ex-mari, enfin mon mari de l'époque. Bref, j'étais un peu perturbée, quoi. J'arrive, il m'ouvre la porte, j'avais ramené une bouteille de vin, pas de bol, il boit pas. Et on prend l'apéritif. Très sincèrement, quand je suis arrivée, je me suis dit « Oh, mais en fait, il me plaît pas physiquement. » Et je me rappelais pas qu'il était comme ça. Et en fait, je pense que dans l'engouement d'un salon, je sais pas, je sais pas si je sais, moi je suis très sous adrénaline et je suis très euphorique, machin. Le gars, je l'avais vu 30 secondes, 1 minute avec une casquette sur la tête. Bref, j'avais pas trop bien regardé, quoi. Et je vois que quand j'arrive, je me dis mais c'est pas du tout mon style de mec en fait, mais qu'est-ce que je fous là? Et je pense que dans la panique, dans la timidité, parce que je suis quelqu'un de très timide, oui, ça va peut-être vous faire rire, mais en vrai de vrai, je suis quelqu'un d'hyper timide de base. Et du coup, là, je me retrouve comme 2 ronds de flanc, complètement tétanisée, à me dire mais merde, qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Je préférerais être chez moi, j'ai rien à faire là, quoi. Bref. Bon, il voit bien que je suis un petit peu stressée, et lui aussi, et du coup il me le dit. Il me dit, écoute, je suis hyper mal à l'aise, ça me fait trop bizarre, d'autant que je te suis sur les réseaux, donc te voir là dans mon salon, je suis mal à l'aise, je suis pas quelqu'un... il me balance tout en fait, je suis pas quelqu'un... il me sort ça. Je suis pas quelqu'un de charrot, je suis pas quelqu'un qui va vers les filles, etc. Je suis pas le genre à avoir plein de filles qui viennent chez moi. Donc là, je me sens mal à l'aise, d'autant que je me sens un peu oppressée. On va peut-être être obligé de faire des trucs, c'est pas mon délire. Et là, je me dis, ok, là, tout le monde est stressé, ça sert à rien. Je lui dis non, mais je dis franchement, moi aussi, on n'a qu'à boire un verre, on discute, et puis s'il y a affinité, il y a affinité, et puis c'est tout. Et puis on discute, je sais plus exactement, moi je crois que j'ai pas bu d'alcool ou j'ai bu une bière, enfin moi j'aime pas, je bois pas d'alcool, donc il a dû me proposer une bière, puis j'ai pas osé dire non, j'ai dû boire une bière au pire. Mais voilà, il avait préparé un petit apéro dînatoire, on était sur sa terrasse, c'était très sympa, voilà. Et puis on discute, on rentre dans son salon, on discute, et puis je vois qu'il commence à jouer un petit peu, à se rapprocher. Ah, je me dis, bon, cool. Et c'est vrai qu'en discutant au fur et à mesure de la soirée, on a repris un peu des discussions qu'on avait sur Insta, en tout bien tout honneur, sur l'équitation. Et en fait, ça nous a mis, je pense, très à l'aise tous les deux. Et on s'est trouvé pas mal de points communs et tout ça. Et du coup, je lui ai trouvé beaucoup de charme. Et la détente a opéré, et je me suis dit au bout d'un moment, finalement, il n'est pas si mal que ça. Et je me suis retrouvée dans le même mood que le jumping de Bordeaux, et je me suis dit, bon, allez, de toute façon, je suis là pour m'amuser, détends-toi, Steph. On vient à ce qu'il m'embrasse, en tout bien, tout honneur, encore une fois, et puis, voilà, ça se passe comme ça. Je sens que ça devient un petit peu plus chaud, mais plutôt de mon côté. Lui, il était vraiment très sur la réserve, il était très timide et tout ça. Donc moi, je sens que ça me chauffe un petit peu. Donc bon, je prends un petit peu les devants. Et là, il me stoppe. Il me dit, oh là là, non, franchement, je suis désolée, mais je suis quelqu'un d'hypersensible. Je marche aux émotions. Je peux pas faire ça comme ça. J'ai besoin peut-être de te revoir. Je peux pas. Je suis bloquée. Je préfère pas qu'on fasse quelque chose. Si tu veux, on se revoit, mais pas ce soir. Je lui dis, ok, pas de souci, très bien, je comprends. Je lui dis, vu l'heure qu'il est, je vais y aller. Il était 1h du matin, je crois. Je dis, je vais y aller, je vais rentrer chez moi. Et puis voilà. Il me dit, non, mais si tu veux, j'ai une chambre d'amis, tu peux dormir là. Je dis, non, j'ai pas bu, j'habite à 1 heure de route, je rentre chez moi. Donc je rentre chez moi, mais je me dis, je suis pas là pour faire une relation.
moi j'étais là pour m'amuser. Il avait vraiment besoin d'avoir une émotion pour faire quelque chose. Et moi je me dis merde, c'est pas du tout ce que je recherche. Je veux pas d'une émotion, je veux pas de sentiment, tout ça. J'avais été très claire pendant la soirée avec lui, puisqu'on en avait rediscuté. Il m'avait dit ta demande, elle m'a paru bizarre. Comment ça se fait? Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que ton mari est bien d'accord, etc. Donc, je lui ai montré que j'étais géolocalisée, que mon mari était entièrement d'accord, que j'étais quelqu'un de très réglo. Donc, je voulais pas lui faire de faux espoirs, que c'était vraiment une histoire pour s'amuser, régulièrement s'il le souhaitait, mais qu'en aucun cas, je voulais une relation ou des sentiments, quoi que ce soit. Que moi, j'étais mariée, que le but, c'était certainement pas que je quitte mon mari, et je voulais juste prendre du plaisir et m'amuser en dehors de ma vie de tous les jours. Donc lui, il m'avait dit, ça me va très bien parce que moi, je veux pas me mettre en couple, je suis bien célibataire et puis j'ai une histoire un peu difficile la dernière et du coup, ça me va très bien. Bon, on était vraiment d'accord sur tout, mais là, au moment où les choses commençaient à devenir un peu plus hautes, il me bloque et il me dit non, je peux pas, j'ai besoin de sentiments. Enfin, il me dit pas le mot sentiment, mais il me dit j'ai besoin d'émotions, j'ai besoin... bref, quelqu'un de très sensible, très à fleur de peau. Je me dis oh là là, mais dans quoi je me suis fourrée le gars, il est méga sensible, ça se trouve, il va tomber amoureux, ça va être une catastrophe. Et je me dis, je rentre dans ma voiture et je me dis oh non, je le revois pas, quoi. Et sur la route, j'avais 1 heure de route. Bon, voilà, je vais passer une bonne soirée, mais bon, je me dis, voilà quoi. Et il m'envoie une photo, un nude de lui dans sa salle de bain, et il m'envoie un petit message, mais 1/2 heure après, mon départ, et il me dit, oh mais c'est tellement dommage que tu ne sois pas resté, je regrette de t'avoir dit de partir, je regrette, j'ai trop envie qu'il se passe quelque chose entre nous, nanani, nanana, quand est-ce qu'on se revoit? Bon, moi, je me dis, le gars, au moins, c'est pas un charreau. Enfin, c'est pas un charreau, je m'en foutais, au final, que ce soit un charreau ou pas. Mais j'avais une bonne impression sur lui. Je me dis, c'est un mec bien. Finalement, il est un peu sensible et puis il veut me revoir. Mais il a besoin de temps, donc je vais aller doucement avec lui et tout. Et je lui dis, ok, pas de problème. Et on se revoit. Je ne sais plus, une semaine après, quelques jours après, je ne me rappelle pas. Très clairement, je ne me rappelle pas. Et là, se passe ce qui se passe. On passe une soirée dingue, ça se passe super bien, on a un vrai feeling, une vraie connexion, on entame une espèce de jeu, de relation où ça se passe plutôt bien. Alors, ça se passe plutôt bien mentalement et j'ai envie de vous dire... dans la parole, dans la discussion. C'est plutôt une relation avec une connexion intellectuelle et émotionnelle que sexuelle. Parce que clairement, sexuellement, le gars est tellement sensible qu'il est bloqué, il a des pannes, il se sent... Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il fait des fixettes sur des choses, des trucs bizarres comme j'avais à l'époque une médaille de mon baptême et ça le bloquait. On ne sait pas pourquoi, mais quand il voyait ma médaille, il était un petit peu bloqué. Et puis, d'un seul coup, c'était une tenue qu'il bloquait. Donc, il voulait que je m'habille de telle façon. Il était un petit peu, vraiment, de plus en plus bizarre au fur et à mesure que je venais chez lui. Et il me demandait de m'habiller de telle et telle façon. Il me demandait d'avoir tel et tel comportement. Et je me souviens aussi d'une fois où on était en plein acte et là, il me dit « Oh, j'ai l'impression d'être avec ton personnage de Justine et tout ça. » Et là, je me dis « What the fuck ?» Je me dis « Le mec est très bizarre. » Et j'avais à cette période-là vraiment une déconnexion, enfin, pas une déconnexion, mais j'avais comment dirais-je, je me mettais vraiment en retrait dans cette relation. J'étais très saine en me disant, moi j'ai mon mari chez moi que j'aime et cette personne c'est vraiment pour s'amuser, on est d'accord sur ça, on s'entend très bien, c'est génial, etc. Et c'est vrai que jusqu'à ce moment où j'étais complètement en détachement de ça, ça se passait extrêmement bien. Et je le trouvais même très bizarre, avec des comportements parfois vraiment curieux, comme cette histoire de médaille. Il m'avait acheté des chaussettes très hautes pour que je les mette parce qu'il aimait ça. Enfin, un peu fétichiste, des comportements qui étaient un petit peu curieux. Et je ne dis pas forcément que tous les fétichistes sont bizarres. Moi, ça me paraît curieux et ça me paraît bizarre. Mais j'étais pas très à l'aise, on va dire. Et c'est vrai que
Il est très, très, il était très avenant, très sexuel dans tous les messages, les vocaux. Et quand j'arrivais physiquement, c'était très bizarre, mais il y avait des fois où il était complètement bloqué, il se passait rien, où il se passait très peu de choses. On commençait à coucher ensemble et paf, d'un seul coup, il n'y avait plus rien qui fonctionnait parce qu'il était complètement tétanisé, mais je ne savais pas pourquoi. Parfois, il avait besoin que je le rassure. Enfin, et moi, je me disais... mec, je suis pas ta mère. Et puis deuxièmement, moi c'était pour m'amuser, quoi. Donc là, c'est un peu parfois, il est compliqué. Voilà, c'est le mot. Il est compliqué. Mais je suis quelqu'un de très empathique et pour être honnête, à cette période, je commence à m'attacher à lui. Je me dis, il est sensible. On a les mêmes centres d'intérêt. C'est quelqu'un qui aime les animaux puisqu'il a un cheval. On parle d'équitation pendant des heures. On sait au téléphone pendant des heures. On s'envoie des messages et on se voit à peu près, je dirais, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Ça dure comme ça à peu près un mois où c'est très sain. Vraiment, c'est très sain et moi, je m'amuse et je prends du plaisir à y aller. C'est ma petite sortie de la semaine. Je fais mon petit truc. Voilà, on passe une bonne soirée et basta. Et vient en fait le moment, alors ça vient très vite parce qu'on se rend compte, je crois, mi-août. Et début septembre, je pars en formation pour passer mon step 1 chez Andy Booth à l'époque. Et je pars donc 20 jours. Et je le préviens, je lui dis écoute Pablo, je pars pendant 20 jours à Bordeaux, à côté de Bordeaux, donc on ne se verra pas. Et là, je vois que lui, il est hyper touché. Ah, mais je sais pas comment je vais faire sans toi, on s'amuse bien, c'est trop bien, on a une super connexion, etc. C'est trop dommage, tu crois pas que je peux venir te voir? Et là, je me dis, what the fuck? Et je lui dis, ouais, si tu veux. Je lui dis, écoute, bon, alors Jérémy devait passer me voir à plusieurs dates, donc je dis, pas ces dates-là, parce que Jérémy vient, mais si tu veux venir une ou deux fois, oui, j'ai un appart, pas de problème. Et il me dit, ok. Bon, ça reste là, moi je me dis, très franchement, c'est mon PQR, mon plan cul régulier. Et franchement, je me dis le gars, là, il dit ça parce que voilà, on s'est vu 3-4 fois d'affilée et que ça se passe bien. Et puis, mais voilà, le mec, il va quand même pas se taper 3 heures de route pour tirer son coup et repartir. Eh bien sûr que si, le mec, il fait ça. Et je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais quand il est venu sur Bordeaux, et il n'est pas venu qu'une fois, il est venu 2-3 fois en 20 jours, à faire la route, etc. Et à chaque fois qu'il vient me voir, à ce moment-là, il y a un vrai truc qui se passe. Il vient pour une soirée, parce qu'il faut savoir que pendant cette formation, on n'a pas de jour de repos, ou quasiment pas. On en a un au milieu des 20 jours, et terminus, et le jour de repos, je le passais, moi, avec mon mari Jérémy, quoi. J'allais pas le passer avec mon plan cul. Donc je lui avais dit, si tu veux venir, c'est une soirée, et puis basta, quoi. Enfin, c'est le soir, je termine à 18-19h, tu passes la soirée avec moi, puis le lendemain, tu t'en vas quand tu veux, tu me déposes les clés sur le parking dans mon van, et puis après tu t'en vas, quoi. Et en fait, le gars, c'est ce qu'il fait. Et il vient 2-3 fois comme ça, où il fait 3 heures de route aller, où il passe la soirée chez moi, 3 heures de route retour, juste pour passer la nuit avec moi. Et il se passe vraiment quelque chose, je me dis, mais mec, quand même, en fait, c'est pas que pour le cul, parce que on parle beaucoup, on a une vraie connexion, on a vraiment quelque chose qui se passe. Et là, sexuellement, ça se débloque. Le gars, ça se passe de mieux en mieux. Moi, je prends beaucoup de plaisir à passer du temps avec lui. Alors, pas que sexuellement, mais à parler, etc. etc. Et du coup, on se rapproche. Et tous les soirs, au téléphone, on passe des heures ensemble. On a même du sexe par téléphone. Enfin, vraiment, on commence vraiment à se connecter de plus en plus. Et il en vient, à un moment donné, on couche ensemble et puis on discute pas mal après avoir l'acte, après avoir fait ce qu'on avait à faire. Et il me dit, clairement, il me fait une décla. Il me dit, j'ai envie de te dire des trucs, mais je peux pas. Je sais que c'est difficile et tout pour moi de dire mes sentiments, mais j'ai des sentiments pour toi, etc. Et là, il me balance un je t'aime. Oh, et là, je suis choquée, mais hyper choquée, puisqu'on se connaît depuis vraiment pas longtemps. Le gars, je lui explique par la porte, par la fenêtre, depuis le début, que moi, c'est hors de question qu'il y ait des sentiments,
que je suis là pour m'amuser et que c'est convenu comme ça, est-ce qu'il est bien d'accord, je veux pas le faire souffrir et moi non plus, blablabla. Et le gars a toujours été d'accord. Et là, à ce moment-là, je comprends pas pourquoi il me balance un je t'aime et il me fait une décla mais magnifique, comme quoi il a une vraie connexion avec moi, qu'on s'entend bien, que si, que ça. Bref, et ça me touche. Sur le coup, je suis comme deux ronds de flanc, je réponds pas du tout parce que moi, je ressens pas ça pour lui en vrai, à ce moment-là en tout cas. Et je suis attachée à lui, je l'aime bien, vraiment. Mais pour moi, je suis mariée et puis voilà, absolument pas, ce n'était absolument pas possible dans mon cerveau d'avoir une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre que mon mari de l'époque. Donc ça en reste là, je lui réponds pas, je le prends dans mes bras, je suis un peu mal à l'aise, hein, j'avoue. Et il repart. Et là, j'avoue que ça me fait extrêmement réfléchir. Je me dis, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé c'est fou, quoi, au final. C'est vrai que peut-être il a raison, puisqu'il me faisait un petit peu du love bombing très régulièrement. Il était toujours très, très expressif et toujours à mettre la relation qu'on avait un petit peu sur un piédestal en disant c'est quand même incroyable, on a les mêmes centres d'intérêt. Enfin, il valorisait beaucoup la relation et notamment quand il m'a fait sa déclaration. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me conditionne, il me conditionne et je me dis mais c'est vrai, mais c'est fou, c'est incroyable, on a plein de points communs et on a ci et on a ça et c'est quelqu'un de sensible et c'est quelqu'un de ci et c'est quelqu'un de ça. Et là, ah là là, catastrophe, je commence à tomber dans le piège. Et là, je commence moi-même à avoir des sentiments. Et l'erreur majeure, c'est que je tombe complètement dans le panneau parce que ce mec n'est en fait pas du tout sain et n'est pas quelqu'un de bien. Malgré le fait qu'à ce moment-là, je pense que non, hein, je pense que c'est une évidence qu'on s'est trouvé et que, pas de bol, c'était pour s'amuser, mais au final, eh bien, on se retrouve à avoir une histoire d'amour. Et j'y crois dur comme fer. Et lui me conditionne, il voit que je mords à l'hameçon, donc il en fait des caisses. Il m'écrit des mots d'amour enflammés par SMS, des vocaux de fou. Il me dit que c'est extraordinaire, qu'il m'aime, qu'on vit quelque chose de formidable, etc. Et moi, je mords au truc, on se revoit, etc. Et d'un seul coup, je sais pas ce qui se passe. Je reviens donc de chez Andy, tout ça. On est sur un petit nuage. Hein. Toute la formation Andy Boost, moi, je ressors de cette formation, je suis sur un nuage. Je me dis, bah, j'ai trouvé un mec extraordinaire. Par contre, j'ai une grosse problématique dans la tête en me disant, bah, c'est un peu compliqué parce que je suis amoureuse de mon mari, mais d'un autre gars. Et là, je me dis, c'est compliqué, quoi. Je peux pas vivre deux fois le truc. Mais bon, je me pose pas trop de questions. Lui, ça lui va comme ça aussi. Hein, il était au courant depuis le départ. Donc moi, je vois pas le problème, en fait. Je vois pas le problème parce que j'ai toujours été transparente et le gars, il m'aime comme je suis. Enfin voilà, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Et je reviens de chez Andy. Et je me rappelle une soirée. Donc je vais chez lui. Il me donne rendez-vous et il me dit, écoute, tu mets les bas. Alors c'était des espèces de, c'est même pas des bas, c'était des chaussettes. Je sais pas si vous voyez les chaussettes de lycéennes, genre japonaises, qui sont très très hautes. Et qui fait ça? Et il me faisait habiller comme ça. Et ça je trouvais ça bizarre. J'aimais pas trop ça, quand il me faisait mettre des trucs bizarres. Mais bon, je vous rappelle que là, j'étais tombée amoureuse du gars. Et dès qu'il me disait de faire un truc, je le faisais. Hein. Donc il m'avait dit, écoute, je suis au restaurant avec ma famille. Je passe une soirée. Et quand je reviens, j'aimerais que tu sois dans la maison et que tu portes des bas et tout ça. Ok, enfin les chaussettes. Je dis ok, j'arrive chez lui, machin. Il avait mis des petites bougies dans la chambre, mais il avait fait ça bien, mais de fou. Et l'heure tourne. Et je lui envoie des messages, je lui dis, tu rentres quand? Et il m'avait dit de venir pour 22h et qu'il serait là 10 minutes après. Voilà. Et je rappelle, j'avais 1 heure de route. Hein, donc il m'avait envoyé un feu vert en me disant, c'est bon, tu peux prendre la route, j'arrive, etc. Donc j'arrive, je sais plus, il était 22h chez lui. Et là, l'horloge, elle tourne. Je lui envoie des messages, je me dis, j'ai pas fini, j'arrive.
On est au dessert, j'arrive. Bon, je me dis, moi, bon, pas de problème, il est au resto avec sa famille, voilà. Et je m'endors. Je m'endors, je mets une petite musique, toute cosy, tout ça, et je m'endors. Et en fait, il rentre, il me réveille dans la chambre, et puis, il se passe ce qui se passe, voilà, on couche ensemble, comme d'hab, je dors chez lui, je repars le lendemain. Je crois que j'étais restée un petit peu avec lui le lendemain, parce qu'il travaillait en visio, en télétravail. Et je me rappelle ce matin-là qu'il était très froid. Il était bizarre, il me parlait pas trop, j'avais l'impression de gêner. Du coup, je restais pendant son télétravail parce qu'il me disait non, mais tu peux rester. Mais il me disait non, tu peux rester, mais tu me gênes. Bon, ok. Au bout d'un moment, puis j'avais des trucs à faire. Bon, il m'avait dit de rester, mais bon, il y a un moment, j'avais des trucs à faire. Donc je lui dis, j'y vais. Oui, ouais. Assez froid. Et là, je comprends pas trop le délire. Je sais pas comment ça s'est fait. Mais de fil en aiguille, il m'envoie de moins en moins de messages. Et là, je comprends pas. J'envoie des messages, il me répond pas, ou il me répond 3 heures après. Alors qu'on avait des discussions vraiment enflammées toute la journée. Enfin, on s'envoyait énormément de messages. C'était vraiment la base un peu de notre relation, vu qu'on se voyait une fois par semaine. On s'envoyait beaucoup de messages, des vocaux et des photos, etc., des vidéos, machin. Et là, plus de messages, plus de photos, plus de vidéos, plus rien. Il fait un peu le mort. Moi, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il me laisse quelques jours comme ça. Et là, je commence à paniquer. Bon, je vous rappelle que j'étais tombée dans le panneau, j'étais amoureuse de lui. Et alors, bien sûr, pour faire la petite mise en relation, mon mari de l'époque, Jérémy, est au courant de tout. Je lui dis tout. Je lui raconte, alors je lui dis tout, je lui dis pas ce qui se passe quand je couche avec, mais je lui dis tout, je lui dis que j'ai développé des sentiments pour cette personne, que j'aime les deux, que je veux pas le quitter, que je suis bien comme ça, que est-ce qu'il accepte cette situation, parce qu'au départ, c'était hors de question qu'on ait des sentiments. Jérémy est quelqu'un de très ouvert, il me dit oui, écoute, je peux accepter, il me dit du moment que ça va pas trop loin, etc. Je lui dis non, moi cette situation me convient, elle est saine, on se voit de temps en temps, est-ce que ça te va? Oui, voilà. Il est au courant de tout. Et là, il me voit commencer à pas être bien. Donc, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, Pablo, il m'envoie plus de messages. Il me dit, ah bon, c'est bizarre. Et là, on a une espèce... C'est très bizarre. Alors, aujourd'hui, pour moi, tout c'est clair parce qu'aujourd'hui, Jérémy, c'est mon meilleur ami. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est séparés. Et c'est mon meilleur ami. Et du coup, aujourd'hui, on a cette relation-là où lui, il me raconte ses petits chagrins quand il se chafouine avec sa copine. Moi, je raconte mes petits chagrins quand je chafouine avec mon copain. Et on est vraiment meilleurs potes. Et déjà, à cette époque-là, on avait ce rôle et on ne le savait pas. Et du coup, il prend le rôle du meilleur pote et il me conseille. Et il me dit, ouais, mais écoute, ta situation, elle est quand même bizarre. T'es marié, peut-être qu'il n'est pas très à l'aise, tu devrais lui parler. Et là, je dis, ouais, carrément. Et là, donc, j'envoie un message à Pablo, je lui dis, écoute, je te trouve distant, qu'est-ce qui se passe, machin, est-ce que tu veux me parler, machin. Et moi, à cette période-là, juste avant ça, je me lâche et je lui dis que je l'aime, etc. Je fais vraiment la même chose que lui fait, c'est-à-dire qu'on est là à se dire qu'on s'aime, blablabla. Mais cette période-là, elle dure très peu de temps. Où tous les deux, on est en accord parfait à se dire qu'on s'aime, qu'on vit une histoire extraordinaire, que c'est génial, que ci, que ça. Et arrive très vite donc cette période où il devient complètement distant sur plusieurs jours et je ne comprends pas. Et il est toujours distant, il est toujours distant. Il vient un moment où on arrive à quand même discuter, où il arrive à balancer, écoute, ouais, il y a des trucs qui me dérangent. Et là, je me dis, what the fuck, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait un revirement de situation ? Et là, en fait, tout ce que j'avais validé avec lui au départ, il me le ressort. Il me dit, j'accepte pas que tu sois marié, je ne veux pas te partager avec quelqu'un d'autre, je ne veux pas être le numéro 2, je suis quelqu'un de très sensible, je n'ai pas, comment dirais-je, je ne mérite pas de passer en 2e position, tu es une mauvaise personne, je me mets à la place de ton mari, tu lui fais du mal, et là, il m'accable. Il m'accable sur tous les bords. Il en va même à me dénigrer physiquement. Oui, t'as une espèce de cicatrice sur le visage, c'est moche.
alors qu'avant j'étais la plus belle, j'avais un dos musclé, j'avais ci, j'avais ça, j'étais magnifique. Là, il en vient me dénigrer physiquement. Il en vient me dire que j'ai une cicatrice sur le visage, c'était pas beau, que j'ai une médaille qui le dérange, que mes mains ci, que mes pieds là, que... bref, il commence à me critiquer de plus en plus. Et moi, qui suis quelqu'un de base plutôt bien dans ma peau, ça m'atteint énormément parce que je vous rappelle que je suis folle amoureuse de ce mec et que depuis le début, il fait que de me dire que c'est incroyable, que je suis la femme qu'il attendait, que je suis magnifique, que ci, que ça. Et là, comme tout bon pervers narcissique, il retourne sa veste et il commence à pointer là où ça fait mal. Et du coup, il se moque même de moi sur plein de choses en me disant que voilà, je ne suis pas très intelligente. Plein de petits détails. J'ai pas, malheureusement, c'est une période très difficile dans ma vie. Je crois que c'est un de mes plus gros chagrins d'amour de ma vie. Et j'ai occulté complètement certaines périodes de cette histoire, tellement j'ai souffert. Et je vous avoue que je me souviens même pas de tout ce qu'il me disait quand il me dénigrait. Mais c'était impressionnant. Et puis c'était par message. Je vous rappelle, on s'écrivait beaucoup. On s'écrivait peut-être entre 10 et 20 messages par jour. C'est même plus parfois. Et on s'envoyait des vidéos et des photos. Et on se savait aussi au téléphone. Et du coup, donc il me sort ça. Il me dénigre, etc. Et moi, comme une conne, comme toute victime de pervers narcissique, je me remets en question de A à Z. Et là, je me dis, mais il a raison en fait. Le pauvre, t'imagines ce que tu lui fais. Et t'imagines ce que tu fais aussi à ton mari. Et là, je rentre dans un espèce d'engrenage où je me dis que c'est moi le problème, que je suis en train de faire du mal à tout le monde, que je suis une mauvaise personne, etc., etc. Et avec mon comportement, effectivement, je fais du mal. Puisque je me renferme. Jérémy ne comprend pas du tout pourquoi je me renferme. Parce que je me dis, indirectement, c'est de sa faute à lui. Il m'empêche d'être avec Pablo, bien entendu, puisque c'est mon mari. Et Pablo est en deuxième position à cause de lui. Donc j'en viens à limite à être distante avec mon mari, alors que lui n'a rien demandé, n'a rien fait. Et il est hyper compréhensif depuis le début. Et il m'aide même quand je me sens pas bien. Donc là, Jérémy ne comprend pas. Il voit que je commence à... vraiment, c'est de la décrépitude, quoi. Je commence à plus m'alimenter, donc je perds beaucoup de poids, je deviens anorexique. C'est vraiment le début de ma période d'anorexie. Je perds beaucoup, beaucoup de poids. Je deviens mince, très mince, trop mince. J'ai plus de forme, j'ai plus de fesses, j'ai presque plus de seins, alors que je suis quelqu'un qui a une bonne poitrine. Et puis, les fesses, c'est pas mon point fort, mais j'ai quand même des formes. Je rappelle en plus que je fais beaucoup de sport, je fais du crossfit, donc en fait je commence à plus m'alimenter, donc vous imaginez la catastrophe, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, bref. Et peu importe les efforts que je fais pour Pablo, peu importe, pour lui, c'est jamais assez, c'est jamais bien, je suis jamais assez belle, voilà, je suis toujours une mauvaise personne, il passe toujours en deuxième position, etc., etc., etc. C'est vraiment délicat aussi parce que il nourrit une espèce de haine envers moi à ce moment-là, parce que, étant donné que je rappelle que c'est un abonné à la base, qui est entre guillemets fan de ce que je fais, et sa famille également. C'est-à-dire que, ça c'est sûr, sa mère adore ce que je fais, et il me semble que sa sœur aussi, bref, il y a un autre membre de sa famille ou dans ses écuries, bref, je sais plus. Et du coup, en fait, les gens lui parlent de moi quand je sors des vidéos tous les jours. Et en fait, ils avaient un espèce de rituel dans ses écuries et avec sa mère, c'est de regarder mes vidéos très régulièrement. Et en fait, le gars commence à nourrir une espèce de haine parce qu'il ne peut pas parler de cette histoire. Enfin, c'est ce qu'il me dit à cette époque-là. En tout cas, je ne sais pas si c'était vraiment vrai, mais je pense que oui. Il cache en fait l'histoire à tout le monde puisque dans ses écuries, tout le monde me connaît, sa mère me connaît via les réseaux et il est hors de question qu'il raconte qu'il se tape ponicorne. Et en plus, moi, sur les réseaux, j'affiche que je suis mariée. Donc,
à cette période-là, je suis en couple libre, certes, et je suis totalement réglo avec mon mari, mais j'ai pas besoin d'exposer ma vie privée sur les réseaux. Ceci dit, ça m'aurait pas posé de souci qu'il en parle, puisque de toute façon, mon mari était au courant, et moi, c'était la seule chose qui m'importait, c'est que mon mari soit respecté, et que lui, le premier, soit au courant. Donc, il pouvait en parler, moi, ça m'impactait pas, mais lui avait honte. Pendant un moment, il me le dit clairement, il me dit « j'ai honte ». J'ai honte, t'imagines, si on sait que je me tape Ponycorn, la honte. Et là, je me dis, je remets tout en question, je remets mon contenu en question, je me dis, mais ce que je fais, c'est de la merde en fait. Je suis une pauvre fille, il a honte de moi, je suis pas quelqu'un de bien. Et je remets tout en question, mais même certaines vérités d'équitation que j'ai et que c'est mon métier. Hein. Je suis ma sœur équin, j'ai fait du coup une formation avec Andy, donc j'ai appris des choses. J'ai appris une formation éthologique. Donc, et jusqu'au bout, il commence à remettre en question tout. Et moi, je me dis, mais s'il le dit, c'est que c'est vrai, quoi. Et je suis quelqu'un qui est très, très perfectionniste et je me remets beaucoup en question de nature. Là, c'est la catastrophe. Tout ce que je fais, je perds complètement confiance en moi. Et vient de plus en plus une descente aux enfers. Et il le sent. Et moi, je le vois partir. Je le vois s'éloigner de moi et je ne le supporte pas parce que je suis complètement amoureuse de lui. Et je lui dis, mais je ne peux plus vivre sans toi. Je peux plus. Et là, quand il a atteint le sommet de ma dépendance, parce que c'était ça, hein, il se dit, ça y est, elle est mûre à point, je vais pouvoir la faire souffrir. Et là, il m'annonce qu'il n'a pas trop envie de me voir ce week-end, qu'il a envie de rester avec ses potes d'écurie et que voilà, on ne se voit pas et puis c'est tout. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, on se voit tout le temps, comment c'est possible qu'il ne veuille pas, etc. Bon, bref, je lui dis, ok, je respecte. Et du coup, je me rappelle de cette soirée. Je m'étais dit, puisque je ne peux pas le voir samedi soir, parce que c'est samedi soir souvent qu'on se voyait, ou le vendredi soir, bref. Et puis, je me disais, tant pis, je vais faire une soirée avec mon mari. Mon mari me propose une petite soirée sympa, on sort, c'est pas son genre d'habitude, mais il voyait que j'allais pas bien, puis je pense qu'il avait envie de se reconnecter à moi, il voyait que je m'éloignais aussi. Et du coup, je me rappelle très bien de ces soirées, mais vraiment. On fait une petite soirée dans un bar, ça se passe très bien, mais moi, je suis complètement ailleurs. Je suis vraiment complètement ailleurs, je pense que à Pablo, je veux aller voir Pablo, il n'y a que ça dans ma tête, je suis obsédée, je me pose la question pourquoi il ne veut pas me voir, qu'est-ce qu'il fait dans les écuries. Ah oui, puis aussi c'était le grand pro de me faire devenir jalouse alors que je n'étais pas du tout jalouse à la base. Et il me l'a fait devenir, cette espèce d'abruti, à me raconter ses histoires avec ses ex qui étaient dans l'écurie. En plus, avec le recul, je doute que ce soit vrai, mais que toutes ses ex étaient complètement folles et fans de lui et qu'elles voulaient que lui et que quand il allait dans les écuries, il était obligé de les freiner et que, il me racontait des trucs et moi, en fait, je me faisais des films et c'est un bel homme, hein, il faut le dire, c'est un bel homme qui s'entretient et c'est vrai que du coup... moi, je me faisais des films, puis j'étais amoureuse, donc je pensais que c'était le plus beau du monde, le meilleur du monde. Et je me disais, mais comment ces ex ont pu le laisser tomber? Elles sont complètement folles. Comment on a pu faire souffrir un homme pareil, aussi sensible, aussi extraordinaire, aussi intelligent? Enfin bref, je voyais que j'avais des étoiles dans les yeux. Et il jouait beaucoup avec ça. Et il disait, ouais, et j'imagine un tel... je me la retaperais bien. Et il jouait beaucoup avec ça. Alors, il faut dire aussi que, petit flashback, étant donné qu'au départ, on était parti sur une relation où il y avait 0 sentiment et pas du tout exclusive, hein, c'était pour s'amuser, moi, je lui avais dit, t'es mon plan cul régulier, mais si je trouve d'autres gars pour m'amuser, je le ferai. Et à l'époque, il y avait un autre gars qui me tournait autour. Et du coup, j'avais eu une relation sexuelle avec cet autre gars, pendant que j'avais des relations avec Pablo. Mais je n'étais pas en couple avec Pablo. J'étais en couple libre avec mon mari, donc je faisais un petit peu ce que je voulais, et Pablo était au courant de tout. Et il l'avait, à l'époque, extrêmement mal pris, et il me le ressortait à tout bout de champ. Il m'avait dit, oui, mais tu t'es tapé l'autre, donc tu as juste à te taire. Moi, si j'ai envie de me taper n'importe quelle femme, je le ferai, etc., etc., etc. Et moi, ça me faisait un mal
fou, parce que la relation, elle avait évolué. Et quand on s'était dit qu'on s'aimait, clairement, moi, je lui avais dit, je ne verrai plus jamais d'autres personnes que toi et mon mari, puisque je suis amoureuse de toi et j'ai besoin de personne d'autre que toi et mon mari. Donc, je lui avais dit, j'ai une relation exclusive avec toi. Et lui m'avait dit, en gros, plus ou moins la même chose. Hein. Il m'avait dit, mais moi, je vais être en couple avec toi, je veux pas être le numéro 2, je voudrais que tu sois ma femme, et nanani, nanana. Enfin bref, voilà. Donc, ça avait évolué comme ça. Et là, il me ressortait tout l'inverse en me disant, non, mais si j'ai envie de me taper un tel, et c'est mes ex, et machin, et de toute façon, elles me font du rentre-dedans, et j'ai juste à claquer des doigts, et je me les retape, et machin. Et il jouait avec ça, et ça me rendait folle, Et donc, il me dit, ce soir-là, il me dit, je suis avec les gens des écuries, dont ses ex, soi-disant folles et excitées, et n'attendant que le fait qu'il claque des doigts pour se mettre à poil devant lui pour qu'il les ken. Hein. Complètement barjot, ce mec. Et du coup, je suis pas bien. Toute la soirée, je suis avec mon mari, je suis pas bien. Et je dis à mon mari, écoute, je suis pas bien, je fais que de penser à Pablo. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on parlait énormément avec Jérémy. Hein. Et lui, toujours génial et compatissant et compréhensif et tout, il me dit, envoie-lui un message. Envoie-lui un message. Et puis voilà. Et je lui envoie un message. Et on commence à discuter avec Pablo. Et je suis à moitié pas dans la soirée avec mon mari. Enfin, la meuf pas respectueuse. Hein. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais quelle connasse, en fait, j'ai été à penser qu'à ma gueule. Mais j'étais vraiment dans une détresse. Vous n'imaginez même pas, si vous n'avez jamais été sous la coupe d'un pervers narcissique, vous ne pouvez pas comprendre. Mais ceux qui l'ont été ou celles qui le sont encore, vous pouvez comprendre. On ne peut pas s'en empêcher. C'est une horreur. Ils nous mettent dans un espèce de mood où on est complètement prisonnière d'eux, quoi. Et obsédé par eux. Et moi, il n'y avait que ça qui comptait, il n'y avait que ça. Et du coup, on se met à discuter par message, je lui demande si ça se passe bien, il me dit oui, très bien, nanani, nanana. Et là, je me dis, je vais le reconquérir. Je vois bien qu'il est distant, je vois bien qu'il m'aime moins, je vois bien que nanani, nanana, mais je vais le reconquérir. Et j'ai une idée, et moi je suis très impulsive, et je me dis, ce soir, je lui fais une surprise. C'est un fan de films à l'américaine, style popcorn, donut et tout, il aimait les trucs américains. Donc je me suis dit, je vais lui faire une soirée surprise américaine, je ramène du popcorn, je lui fais des pancakes, nanani, nanana. Et on se mate un film, son film préféré, Les 11 commandements, je me rappelle, je crois que c'était simple. Et donc, je tourne le truc en disant, tu rentres vers quelle heure ce soir ? Il me dit, je sais pas, probablement vers 23h, 23h30. Il me dit, je vais pas traîner, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Ah oui, alors ça aussi, c'était ton grand truc. Il était tout le temps fatigué, il avait tout le temps de la charge mentale XXL, ça n'allait jamais nulle part, le travail c'était trop dur, la famille c'était trop dur, les amis c'était trop dur, l'écurie c'était trop dur, le cheval c'était trop dur, tout était trop dur. Moi j'étais trop dur, il était tout le temps débordé émotionnellement, je suis quelqu'un de trop sensible, je suis un overthinker, je pense trop, je suis fatiguée, j'ai besoin de repos. Voilà, c'était tout le temps ça. C'était une drama queen internationale. Et là, il est en mode drama queen, je me sens pas bien, j'ai besoin de calme, il faut que je rentre. Ok. Donc je me dis, je vais en profiter. Et je lui balance quand même pour le prévenir et lui faire comprendre, est-ce que tu aimes les surprises ? Et il me dit, oui, bien sûr, j'aime beaucoup les surprises. Je lui dis, ok, bon, eh bien, pas de problème. Ce soir, prépare-toi, je te fais une surprise. C'est clair, enfin, je veux dire, le mec, je lui demande à quelle heure il rentre. Je lui dis, est-ce que tu aimes les surprises ? Prépare-toi, ce soir, je te fais une surprise. Et il me dit, ok. Bon. Je dis à mon mari, écoute, Jérémy, je me casse, je vais voir Pablo, j'ai besoin de le voir, je suis désolée. Il me dit, t'exagères, on avait dit qu'on passait une soirée tous les deux ce soir. Là, il commence à s'énerver. Jérémy commence à dire, t'es pas réglo avec nos règles, et nanana, nanana. Et là, franchement, clairement, je suis tellement obsédée de reconquérir Pablo que j'en ai rien à secouer de ce que mon mari me dit. C'est pas bien, hein, je suis vraiment une espèce de connasse, mais je suis tellement embrigadée dans ce truc que je me dis, c'est pas grave, j'y vais. Et j'y vais. Je prends ma caisse, je fais 3/4 d'heure de route. Je rappelle que j'habitais à 1 heure. Au bout de 3/4 d'heure, il me dit, ça y est, je suis rentrée chez moi. Je lui avais demandé de me dire quand est-ce qu'il rentrait. Enfin, de me dire, de m'envoyer un message pour que je puisse lui faire la surprise, de m'envoyer le message à l'heure où il rentrait. Donc il me dit, ça y est, je suis rentrée chez moi. Et là, je lui envoie un screen, une photo de mon téléphone, enfin une photo du GPS en lui disant, dans 1/4 d'heure, le GPS marquait dans 1/4 d'heure, j'étais chez lui. Et là, mon Dieu, il pète un câble. Mais il pète littéralement un câble.
à m'insulter et à me dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Pour qui tu te prends? Tu retournes chez toi, c'est hors de question que tu mettes les pieds chez moi. Imagine, je ramène quelqu'un et chiant avec une fille et tu débarques, mais n'importe quoi, tu rentres chez toi, t'es complètement intrusive. » Enfin bref, je m'en prends plein la gueule. Je rappelle que j'ai mes pancakes, mon popcorn, je me suis pimpée de ouf pour aller chez lui. Et là, au bout de 3/4 d'heure de route, il me demande de faire demi-tour. Et là, je fais demi-tour. Et je rentre chez moi. Et à partir de ce moment-là, c'était au mois d'octobre, je me rappelle. À partir de ce moment-là, je me dis, là Stéphanie, il faut vraiment que tu te réveilles. Il y a vraiment un gros, très gros problème. Il faut que tu te réveilles. Je rentre. Jérémy me voit, me dit « Qu'est-ce que tu fous là? Je crois que tu étais chez Pablo. » Je dis « Ouais, mais… » Je lui explique. Je lui dis « Voilà ce qu'il m'a dit. » Il m'a dit « Oh !» Et là, je lui demande de me prendre en photo. Je lui dis « Prends-moi en photo. » Parce qu'à ce moment-là, pour moi, la douleur que je ressens dans mon corps, elle est tellement intense et je sais que je suis au plus bas. Enfin, je me suis jamais sentie aussi bas que terre dans ma vie. Et je veux me rappeler de ce moment et je lui dis « Prends-moi en photo ». Et j'ai encore cette photo. Et quand ça va pas, et quand je me sens un peu angoissée ou chafouine, je re-regarde cette photo et je me dis « Regarde, à l'époque où tu étais tombée plus bas que terre, tu t'en es pas là, donc tout va bien ». Et cette photo, elle est très importante pour moi et je l'ai toujours dans mon téléphone. Et il me prend en photo. Et là, je me dis « Stéphanie, il faut vraiment que tu te sortes de cette emprise-là ». Et là, à partir de ce moment-là, ça devient un calvaire, ça devient une horreur. Il me demande qu'on ne se voit plus. Il ne veut plus qu'on se voit, mais juste pour le cul. Alors, tous les jours, ça change. Un coup, il me dit « Je veux quand même te voir, mais juste pour le cul. » Et puis, je veux plus te voir. Et puis, en fait, si. Et puis, je t'aime quand même. Mais non, pas trop, en fait. Et il joue avec mes sentiments. Il joue. Tous les jours, je reçois un message. Un coup, c'est blanc. Un coup, c'est noir. Un coup… et moi, j'en viens même à lui dire « Mais laisse-moi du temps. Je vais laisser mon mari pour toi. » J'en viens même à penser ça, à me dire « Je vais laisser mon mari. » Mais c'est compliqué, j'ai une maison, il faut que je divorce, c'est très compliqué ça. Moi, et puis j'en avais pas envie à l'époque de divorcer, hein, ça me venait même pas à l'esprit, mais pour lui, je l'aurais fait. Et il me dit non. Bref. Un jour, vraiment au bord du gouffre, je me rappelle être dans mes toilettes quelques semaines après cette fameuse photo, et je me dis ça suffit, je souffre trop. Je ne veux plus jamais lui parler. Et en fait, je lui envoie un message où je le défonce. Je lui dis « Mais t'es odieux, tout ce que tu m'as fait, nanana. » Et cette fois, je me lâche. Je lui dis que c'est un connard. Je lui dis qu'il est complètement barjot, que c'est un pervers narcissique, qui fait du mal aux gens, etc., etc. Que ses ex n'ont probablement jamais été folles parce qu'il va me mettre dans le même panier. Enfin bref, je balance tout. Et en fait… il m'écrit, il voit bien que je me suis détachée de lui et que j'ai lâché l'affaire. Et là, il recommence. Il me réécrit gentiment. Il me dit « Oui, mais non, me le prends pas comme ça, c'est que je veux pas te faire souffrir. » Et il retourne la situation, en fait. C'est ta faute aussi, tu vois, t'as qu'à pas, nanana. Et il retourne toute la situation, il me rembobine, etc. Et là, je tiens bon. Je me dis « Non, je vais le bloquer partout. » Et comme ça, je n'aurai pas de message. Et vu que j'aurai pas de message, je vais me détacher de lui. Donc je bloque, j'ai plus de message et j'arrive enfin, au bout de 15 jours sans nouvelles, de respirer, quoi. Je me sens bien, je me sens super bien. Et je décide de le débloquer, chose complètement con. Mais vraiment, je me sens sevrée, quoi. Je me dis, c'est bon, c'est fini. Mais… j'aurais dû me méfier. Je regardais toujours un peu son compte Insta. Je me demandais ce qu'il faisait. Voilà. Et je le débloque et il me réécrit. Parce qu'il devait essayer très régulièrement de m'écrire et il me réécrit. Et il me demande comment je vais et il espère que je vais bien et qu'il ne voulait pas me faire souffrir et si je peux juste lui répondre et qu'on reste amis et machin. Et je retombe dans ce putain de panneau. Et je lui réécris, je lui dis « Écoute, je vais très bien, merci, te t'en inquiéter, nanani, nanana. » Et là, il me dit on recommence à discuter comme avant. On recommence à discuter comme avant et je retrouve le Pablo du début.
aimant, gentil, rigolo, il me fait plein de compliments, il me dit que mes dernières vidéos sont extraordinaires, que lui, il me regarde tous les jours, que nanana, et il m'envoie plein de compliments, plein nanana, et je retombe dans le panneau. Et là, il sent que je reviens dans le panneau, il le sent petit à petit, et je lui propose, je lui dis, écoute, je comprends, c'est vrai que c'est de ma faute, je suis mariée, tout ça, ta situation n'est pas évidente, mais je trouve qu'on s'entendait bien sexuellement, alors ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. Je rappelle au passage que le mec, il est tellement chelou et tellement dérangé psychologiquement que si je portais pas des chaussettes hautes, machin bidule, et qu'il ne me mettait pas dans une certaine scénographie, il n'arrivait pas à bander, quoi. Hein. Donc il était très bizarre sexuellement, très bizarre. Même pour d'autres choses, je ne viendrai pas m'étaler, mais il était très chelou, vraiment bizarre. Et ça se passait pas hyper bien, quoi. Je veux dire, c'est dégueulasse, hein, ça se fait pas de faire ça. Mais à noter sur 10, hein, les girls, ça avoisine un 4 sur 10, hein, c'est pas fameux, quoi. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée quand même, hein, c'est important de le préciser. On va dire c'est un 4,5, 5 sur 10 parce qu'il y avait des sentiments, quoi. Mais vraiment, sans sentiments, c'est 3,5, hein, ça vole pas haut. Et du coup, je lui dis, vu qu'on s'entend bien, n'importe quoi, hein, mais la meuf est amoureuse, hein, rappelons-nous que je suis amoureuse, oui, on n'a qu'à se voir juste pour le cul. Et là, il me dit, oui, mais j'ai peur que, nanana, tu t'attaches, je ne veux pas que tu t'attaches, je ne veux pas te faire souffrir. Donc il m'embobine, je ne veux pas que tu souffres, je suis quelqu'un qui prend soin de toi, donc nanani, nanana. Et moi, je lui dis, non, mais t'inquiète pas, moi j'ai mon mari, de toute façon, les choses sont claires, repartons dès le départ. Et il me dit, je sais pas, non. Et je passe des jours, mais clairement, hein, des jours à lui envoyer des messages et des vocaux pour le convaincre de redevenir un plan cul, que je redevienne son plan cul en gros. Et il se fait désirer, nanana. Au bout d'une semaine, s'il vous plaît, une semaine, il me dit, ok, on n'a qu'à essayer, mais je veux pas me forcer. Je te rappelle, je suis quelqu'un de sensible. Si je vois que j'ai un trop plein d'émotions, on stoppe tout. Hein. Donc je lui dis, ok. Et là, donc, je vais chez lui. Toujours scénographie, hein, je vous rappelle, les chaussettes, le machin, le bidule. Je mets mes chaussettes, scénographie, blablabla. Et là, le gars, je vous le donne en mille, il me ken comme il m'a jamais ken. Hein. C'est le mec, il est performant, vraiment. Et là, je me dis, mais c'est bizarre et tout. Et j'en viens à me dire, voilà... est-ce que les sentiments l'ont pas bloqué, nanana. Et on a une conversation ensemble et il me dit clairement, ouais, là j'ai pas de sentiments pour toi, donc c'est génial et machin. Et en fait, retourne cette descente aux enfers. Là, en fait, clairement, ça se passe de plus en plus mal. Il recommence à me dénigrer, il recommence à me critiquer, à me dire que je suis moche, que si, que ça va pas. Et il me maltraite, il tire son coup, on se voit quelques fois, il tire son coup et il m'adresse plus la parole. Et il devient méchant, et nanana. Et là, un calvaire. Ça devient un calvaire et je retombe dans cette horreur. Et un jour, une bonne fois pour toutes, je décide de ne plus jamais lui parler. Je l'ai bloqué, j'ai dit c'est fini. Et là, enfin, j'ai réussi à m'en sortir. Mais ça a été dur. Et les gars, je vous rappelle que cette histoire n'a duré que de août à novembre, octobre-novembre. Donc ça a été très très court. Mais imaginez 10 ans avec un pervers narcissique, mais comment vous faites ? Moi, je vous tire mon chapeau. C'est vraiment... vraiment, moi, je ne sais pas comment les gens arrivent à s'en sortir quand ça fait 10 ans ou des années que tu es avec un pervers narcissique. Tu es psychologiquement très atteint. Et pour terminer ce podcast qui est très long, eh bien, en fait, cette personne, ce Pablo, il a continué de m'écrire après. Je l'ai bloqué pendant plusieurs mois et quand j'ai été... je l'ai bloqué en fait. Et il a réussi à me recontacter via un autre truc. Il a cherché des mois plus tard à me recontacter via d'autres plateformes, d'autres machins où je n'avais pas pensé à le bloquer. Et j'étais guérie. Donc je l'ai envoyé chier comme de la merde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait énormément de mal. Et je suis très très fière d'avoir réussi à m'en sortir
mais grâce à mon mari de l'époque, puisque c'est lui qui m'a ramassé à la petite cuillère. Et si je n'avais pas eu Jérémy, je pense que je ne serais pas dans le même état psychologique et mental aujourd'hui que je suis. Et je pense qu'il aurait fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Et j'ai eu la chance d'avoir un mari à l'époque qui était très compréhensif et qui était là. Malheureusement, cette relation m'a fait prendre conscience que j'aimais plus mon mari et que je pouvais tomber amoureuse d'une autre personne, et folle amoureuse même, puisque j'étais complètement dingue de Pablo. Et ça en a découlé sur notre séparation, puis notre divorce. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, cette histoire m'a fait énormément souffrir. Et c'est vrai que à toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce podcast et qui vivent peut-être encore aujourd'hui une histoire similaire, sauvez-vous. L'image qui m'a fait prendre conscience que je pouvais m'en sortir, c'est un pansement sur une blessure qui est très à vif et qui fait très mal. Et vous savez, vous avez du scotch sur la plaie là, et que ça a infecté, et que c'est le pu a recouvert le sparadrap là, et qu'on me tire très fort dessus, et c'est une horreur. La douleur, elle est horrible. Mais après, ça guérit. Que si vous laissez le sparadrap plein de pu là, ça guérit jamais et ça fait mal un petit peu tout le temps. Et il faut tirer ce putain de sparadrap, faut l'enlever. Ça fait une douleur, mais moi j'ai eu des idées noires, j'ai voulu me suicider. Enfin, c'est grave, c'est très grave ce que je dis, mais c'est vrai. Ce mec m'a mis dans un mood où je n'avais jamais eu de pensée pareille, et il m'a mis plus bas que terre. Mais entourez-vous bien d'amis, de proches, de qui vous voulez. Une fois que vous êtes bien entouré, que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider, juste en vous écoutant par exemple, vous vous serrez dans vos bras, vous tirez le plus fort possible sur le sparadrap et vous l'arrachez de toute votre force. Et ça fait très mal, mais je vous garantis que ça guérit derrière. Il y a toujours une cicatrice, je l'ai toujours cette cicatrice, mais aujourd'hui je suis guérie. J'espère que ce podcast vous aura aidé, en tout cas, à prendre conscience de certaines choses si vous êtes dans une situation similaire. Et si ce n'est pas le cas, j'espère qu'il vous aura diverti un petit peu, puisque c'était l'intitulé. Je suis sortie avec un abonné pervers narcissique. C'était Steph de Ponycorn.